Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et nous espérons que l'exposé que nous allons, le sujet que nous allons développer va vous intéresser et va susciter aussi réflexion et interrogation. Nous sommes aujourd'hui trois avocats du cabinet FIDAL, appartenant en fait au réseau national mutation et retournement des entreprises. Nous avons tous des parcours un petit peu différents, certains plus orientés vers le contentieux, d'autres plus orientés vers le droit des sociétés et le conseil en restructuring. Donc, n'hésitez pas au cours de cet exposé à nous remonter vos questions. Bien sûr, nous ne pourrons peut-être pas toutes les traiter parce que le sujet est vaste et très riche, mais si effectivement cet exposé suscite chez vous des interrogations, on pourra peut-être organiser à la rentrée un nouveau webinar permettant de traiter les questions qui n'auront pas pu être abordées. Donc aujourd'hui, en cet été qui commence, nous allons traiter d'une problématique qui n'est pas un cas d'école dans un contexte marqué par une crise sanitaire, qui est celle d'avoir, en tant qu'entreprise et acteur économique, à faire face aux difficultés d'un partenaire commercial. Donc, en fait, le but poursuivi ici est de vous donner une première approche des réflexes, des bons réflexes initiaux à adopter pour bâtir sa stratégie et aussi vous faire connaître les principales étapes à respecter, notamment lorsque votre partenaire commercial, malheureusement, n'a pu résoudre ses difficultés à l'amiable et se place en fait dans le cadre d'une procédure collective sous la protection du tribunal de commerce. Donc, en fait, notre but est de vous donner aussi un peu un process de la bonne démarche à adopter dans ce cas-là. Donc, en fait, lorsqu'on connaît une relation suivie avec un partenaire commercial, la plupart du temps, il y a des signaux qui peuvent nous alerter quant à sa bonne situation financière. Donc, ça peut être des signaux, tous éléments qui peuvent en fait porter atteinte à la pérennité de l'entreprise, par exemple un plan de sauvegarde de l'emploi ou un sinistre important. Ça peut être aussi de par la nature de l'activité qui est exercée par le partenaire commercial, qui a pu être très impacté par la crise sanitaire notamment. On pense naturellement à l'événementiel, au tourisme ou encore à l'hôtellerie. Et puis, ça peut être aussi des indicateurs financiers tels qu'une dégradation très importante du chiffre d'affaires, une dégradation des capitaux propres, une augmentation significative de l'endettement. Tous ces indicateurs, tous ces signaux doivent vous faire poser la question suivante: est-ce que mon partenaire commercial est en difficulté financière? Donc, effectivement, lorsqu'on se trouve aux prémices des difficultés financières d'une société, il convient effectivement, dans un premier temps, même en l'absence de l'ouverture de toute procédure, qu'elle soit préventive ou amiable, ou une procédure collective, il faut se poser et en fait analyser la situation existante. Donc, l'analyse, elle doit porter sur plusieurs points. Ça doit être d'abord une analyse contractuelle, parce qu'effectivement, toute relation commerciale sous-tend en fait l'existence d'un arsenal contractuel. Donc, il est très important, dans un premier temps, de faire l'analyse de tout le dispositif contractuel. Généralement, il est judicieux de se faire assister par un conseil pour effectivement analyser tout le dispositif qui est en place, que ce soit le contrat cadre, les conditions générales de vente, les factures, les bons de livraison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la complexification
des situations contractuelles, notamment au sein de groupes internationaux, il est vraiment très important de pouvoir avoir une idée très claire de la situation. La deuxième analyse à mener, c'est l'analyse financière, c'est-à-dire savoir effectivement revoir vos délais de paiement, vérifier, procéder à un inventaire des impayés, ça aussi c'est très important, et puis aussi peut-être obtenir un relevé des inscriptions du Trésor et de l'URSSAF, ainsi que des inscriptions sur le fonds de commerce du partenaire commercial en difficulté, pour avoir un peu une idée de son endettement, et ce qui pourra aussi vous donner peut-être des pistes pour essayer de voir comment aborder la situation. Enfin, si vous avez par exemple livré beaucoup de marchandises à votre partenaire commercial, il est très important aussi de pouvoir localiser les entrepôts où ces marchandises sont stockées, notamment si on veut ultérieurement faire fonctionner de façon très efficace la clause de réserve de propriété. Donc, une fois que cet audit à la fois contractuel, financier et des stocks est un peu entrepris, il convient aussi de se pencher sur la relation commerciale qu'on entretient avec le partenaire commercial. Est-ce que ce partenaire commercial représente un chiffre d'affaires important pour vous? Est-ce que vous entretenez de bonnes relations commerciales avec lui? Est-ce qu'un dialogue est possible? Est-ce que ce partenaire commercial est substituable? Peut-être faut-il effectivement faire une analyse du marché sur lequel vous évoluez pour voir s'il y a d'autres acteurs qui pourraient vous délivrer les mêmes services. Donc, tout ça est très important et il faut vraiment mener cette analyse à la fois sur le plan financier, contractuel et commercial. Une fois que cette analyse est entreprise, ça va vous permettre d'avoir des idées sur la façon dont vous allez traiter le dossier derrière et pour en fait bâtir une stratégie qui soit amiable, soit contentieuse. Je vais maintenant en fait laisser la parole à ma consoeur Catherine Bousquet, donc spécialisée en contentieux des procédures collectives, qui va, elle, vous donner les bons réflexes à avoir pour préserver les intérêts commerciaux et financiers de votre entreprise, notamment au plan contentieux, lorsqu'on est encore aux prémices des difficultés sans ouverture d'aucune procédure, qu'elle soit amiable ou qu'elle soit collective. Catherine, je te laisse la parole. Oui, merci Anne. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je vais vous donner les premiers réflexes à avoir face à un partenaire qui représente un risque. La première chose, c'est d'avoir conscience de ce risque le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que déjà, d'avoir une traçabilité de tout l'historique contractuel émaillé de difficultés que vous pourriez avoir avec ce partenaire est important, déjà. Ensuite, s'il y a effectivement une créance qui est due par ce partenaire qui n'est pas payée, les premiers courriers de mise en demeure, les premières alertes que vous avez adressées sont importantes. Mais surtout d'avoir conscience je dirais, du risque que ça représente de ne pas, par exemple, d'avoir de réponse ou de ne pas être suivi dans les demandes que vous pouvez formuler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après un courrier de mise en demeure que vous pouvez adresser, nous, en qualité de conseil, on peut réinsister par un autre courrier de mise en demeure sur papier en tête. On peut ensuite mandater un huissier de justice pour faire délivrer une sommation ou sommation interpellative si on a des interrogations précises à poser au partenaire commercial. Mais ensuite, si on n'a aucun retour, on va devoir essayer de figer dans le temps la situation pour préserver les intérêts de notre entreprise lorsqu'on est créancier. Comment figer les choses dans le temps? La première chose à faire va être de tenter tout ce qui est mesures conservatoires pour essayer de voir justement s'il reste une solvabilité entre guillemets de ce partenaire commercial. Ça peut permettre cette procédure qui nécessite une requête à soutenir devant un magistrat pour se faire autoriser par ordonnance de ce magistrat à saisir les comptes ou à saisir des biens meubles,
peut permettre de figer les actifs dans un instant et essayer de maximiser les chances de succès pour vous de recouvrer la créance. Donc, une fois que cette mesure conservatoire est faite, il faut avoir en tête deux problématiques. La première, c'est qu'elle n'a de valeur et elle ne pourra être entérinée, donc vous permettre d'être réglée, que si une procédure au fond, une deuxième donc, procédure est initiée dans le délai d'1 mois et qu'une décision est obtenue dans ce délai. Donc ça, c'est un premier critère de temps qui est important. La deuxième chose, c'est que la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être demandée par le débiteur à tout moment. Donc, l'ensemble de ce sujet, pour figer et maximiser les chances de succès pour vous d'être réglé, ça va être d'essayer d'évaluer au plus près, je dirais, la situation dans laquelle se trouve votre débiteur pour réaliser cette procédure tant conservatoire qu'au fond dans un délai le plus court possible et le plus rapide possible. Il peut aussi s'agir, indépendamment des mesures conservatoires, de mesures aux fins de constat, c'est-à-dire d'aller devant le tribunal, par exemple, demander à un huissier aux fins de faire constater les stocks par exemple, que vous avez entreposé chez votre partenaire commercial aux fins d'être vendu, soit dans le cadre d'une commission affiliation ou dans le cadre d'un contrat de dépôt, afin de pouvoir ensuite vous fonder sur ce constat judiciaire pour, si les choses tournent mal, déclarer votre créance et récupérer les actifs que vous avez déposés chez lui. Mais dans un premier temps, elle permettra surtout d'entamer les négociations, je dirais, avec une certaine force, puisque tant la saisie conservatoire que la requête aux fins de constat, lorsque vous avez un huissier de justice qui arrive chez le débiteur pour signifier ses décisions et les exécuter, il y a une certaine force contraignante que l'entreprise que vous êtes n'a peut-être pas vis-à-vis du partenaire. En tout cas, il relativise peut-être les choses. Pour ma part, j'ai eu plusieurs cas de saisies conservatoires multiples opérées face à des débiteurs qui sont par la suite tombés en procédure collective. Ces saisies conservatoires ont permis de débloquer à l'instant où elles ont été faites les situations et ont permis d'obtenir des paiements puisque ça paralysait complètement le tissu économique de l'entreprise. Donc, il y a, je dirais, une efficacité de ce modèle-là. Le seul bémol, effectivement, c'est qu'il faut agir extrêmement vite. Pourquoi? Parce que une procédure collective, lorsqu'elle est ouverte, elle a pour effet de suspendre toutes les actions en justice qui ont été initiées. Donc, les mesures exécutoires, notamment, enfin, tout ce qui est mesures conservatoires, s'il n'y a pas eu une décision qui a entériné la mesure conservatoire, celle-ci devient annulée automatiquement. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il faut arriver par vos process internes à avoir des signaux d'alerte suffisamment tôt pour arbitrer et prendre une décision de préserver les intérêts par une phase procédurale. Phase procédurale, bien sûr, qui peut être suspendue lorsqu'il y a une discussion qui s'enclenche face à l'une des phases qui sera initiée. L'autre point aussi qui est à avoir en tête, c'est par rapport au contrat que vous avez effectivement avec ce partenaire. Plus la relation commerciale est ancienne, plus il est difficile de s'en délier à moindre coût. La vraie difficulté va être pour vous d'évaluer, comme Anne l'expliquait, dans le cadre d'un audit commercial et contractuel, quelle est la valeur de ce co-contractant et qu'est-ce qu'on fait de ce contrat. Et donc, la conciliation, enfin, ce qui vous sera exposé par la suite dans le cadre des procédures amiables, il y a la possibilité quand même de négocier une sortie contractuelle de manière plus sécurisée. Et donc, pour cela, la nécessité va être à ce stade pour vous d'évaluer ce qu'il faut faire du contrat que vous avez signé avec le partenaire commercial, s'il faut le résilier, quel en serait le budget et comment les choses peuvent être faites. Dans cette hypothèse-là, peut-être avoir, avec l'assistance évidemment d'un conseil, si une procédure judiciaire peut être initiée aux fins, par exemple, si votre co-contractant a commis des fautes, peut-être que vous avez intérêt à l'assigner en paiement de dommages-intérêts pour ces fautes, pour quelque part avoir un temps d'avance
dans le cadre de la stratégie qui va devoir être mise en place par la suite, si ce partenaire tombe dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'une procédure de redressement judiciaire. Le fait que vous soyez demandeur à une action et que vous ne subissiez pas les choses vous permet d'avoir un temps d'avance. Et c'est en ça qu'il y a une étude assez précise à réaliser et le plus tôt possible assister évidemment de conseils juridiques et financiers. Nous allons poursuivre l'exposé sur tout ce qui est procédure préventive et confidentielle, mandat ad hoc et conciliation, pour vous en exposer les meilleurs, les points essentiels et comment vous, en qualité de créancier, vous pouvez optimiser votre position dans le cadre de ces deux procédures. Je passe donc la parole à Anne. Oui, donc nous allons maintenant effectivement décrire un petit peu le régime des deux principales procédures amiables qui existent. Donc en fait, aujourd'hui, il y a le mandat ad hoc et la conciliation. Ces deux procédures poursuivent peu ou prou le même but, celui de désigner en fait une tierce personne qui est un administrateur judiciaire, en général, pour aider une entreprise à résoudre le plus en amont possible ses difficultés financières, notamment par une restructuration de ses dettes. Ça peut être un échelonnement, ça peut être aussi l'obtention de crédits complémentaires. Et en fait, ça peut aussi être doublé par une restructuration des activités pour en fait permettre aux partenaires commerciaux en difficulté de pouvoir résoudre ces difficultés économiques et sortir de l'impasse. Donc, en fait, en ce qui concerne ces deux procédures, donc, il y a d'abord le mandat ad hoc qui se caractérise en fait par une très, très grande souplesse. La seule condition exigée pour rentrer en mandat ad hoc, c'est de ne pas être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que le partenaire commercial doit pouvoir faire face en fait à son passif exigible avec son actif disponible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le mandat ad hoc est un outil très intéressant parce que du fait de son cadre législatif très restreint, il permet d'avoir ça laisse libre cours à l'imagination. Il n'y a pas de mission prédéterminée pour le mandataire ad hoc, donc ces missions peuvent être très variées. Il peut, par exemple, négocier un moratoire avec les principaux créanciers, mais il peut aussi négocier la fin d'un contrat important pour le partenaire commercial dans les meilleures conditions possibles. Il peut aussi négocier de nouvelles conditions d'approvisionnement auprès des fournisseurs. Donc, la palette du mandataire ad hoc est très, très large et cela permet de pouvoir trouver des solutions qui sont assez imaginatives, d'autant plus que le mandat ad hoc n'est enfermé dans aucun délai. Généralement, il est au départ accordé pour un délai de 3 mois, mais il peut être renouvelable sans aucun problème. Et moi, personnellement, j'ai eu des mandats ad hoc qui ont duré dans le temps, plus d'1 an, voire même 2 ans. Et ça a permis à l'entreprise de sortir de ses difficultés. Alors, la conciliation, elle, c'est une procédure qui est un peu plus, je dirais, contraignante, dans la mesure où, effectivement, elle est plus encadrée au plan législatif. En revanche, elle peut permettre, notamment à des créanciers, d'avoir une plus grande sûreté sur le sort de la négociation et des accords qu'ils ont pu conclure avec le partenaire commercial qui est en difficulté. Donc, les conditions pour rentrer en conciliation, c'est en fait aussi une difficulté qui peut être soit économique, soit financière, soit juridique, avérée ou prévisible. Et il ne faut pas être en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Donc, contrairement au mandat ad hoc, le partenaire commercial peut rentrer en conciliation alors qu'il est en état de cessation des paiements. C'est un peu la différence avec le mandat ad hoc. La mission du conciliateur, un peu à l'instar du mandataire ad hoc, c'est de favoriser la conclusion d'un accord
entre le débiteur et ses principaux créanciers et ses co-contractants aussi habituels. Donc, le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité du maintien de l'emploi. Généralement, la conciliation est, elle, enfermée dans un délai très précis qui est de 4 mois, qui peut être prorogé d'1 mois, donc un délai maximum de 5 mois, en sachant qu'à l'heure actuelle, avec la crise du Covid, les procédures qui ont été ouvertes à partir du 24 mai 2020 et du 27 novembre 2020 peuvent bénéficier d'une prolongation de délai jusqu'à 10 mois, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, ce qu'on peut aussi dire sur l'accord de conciliation, c'est que ce dernier peut être soit constaté par le président, et auquel cas il est très, très confidentiel, soit il peut être homologué par le tribunal en chambre du conseil. Que ce soit la constatation ou l'homologation, ces deux procédés, en fait, confèrent à l'accord une force exécutoire qui s'impose au signataire de l'accord. Donc, ce qui veut dire que lorsque un accord est signé et qu'il est constaté ou homologué, cet accord va avoir pour effet, en fait, d'interrompre ou d'interdire toutes les actions en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles, pour les créanciers signataires. Et cela est aussi valable pour les cautions, les co-obligés, les garants, qui peuvent aussi se prévaloir de cet accord pour ne pas payer non plus pendant toute l'exécution de l'accord et compte tenu des délais qui sont accordés en fait aux partenaires commerciaux. Donc, si effectivement on arrive à plutôt une homologation de l'accord, celui-ci doit se faire si effectivement il n'y a plus d'état de cessation de paiement, si effectivement la pérennité de l'entreprise est assurée et si l'accord ne laisse pas les intérêts des créanciers non signataires. Dans ce cas-là, l'homologation, en plus de l'effet exécutoire et de la suspension quelque part de toutes les actions en justice, va entraîner deux conséquences complémentaires. Tout d'abord, il va entraîner la fin de l'interdiction d'émettre des chèques, ça notamment lorsque le partenaire commercial, avant l'ouverture de la conciliation, a émis des chèques sans provision et qu'il n'a pas pu régulariser. Le fait que l'accord de conciliation soit homologué, cela va permettre la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques. Et la deuxième conséquence complémentaire qui va jouer si on homologue la conciliation, c'est le privilège de new-money, et ça intéresse particulièrement les créanciers, c'est-à-dire que les créanciers qui vont favoriser l'accord, notamment en apportant de l'argent frais ou un bien ou service qui est nécessaire à la pérennité de l'activité, ces derniers, si derrière il y a une procédure collective qui est ouverte, ils vont devenir des créanciers privilégiés en bénéficiant d'un privilège de new money, et ce qui va leur permettre d'avoir un rang prioritaire dans le règlement des dividendes de la procédure collective, et surtout aussi de pouvoir être en mesure de refuser les propositions de délai ou de remise qui seraient présentées par les organes de la procédure. Donc ça, c'est quand même une chose très, très importante. Alors, ces deux procédures, que ce soit la procédure de conciliation ou la procédure de mandat ad hoc, bien entendu, le conciliateur, tant le conciliateur que le mandataire ad hoc n'a pas de pouvoir coercitif pour obliger les créanciers à venir négocier autour de la table. Toutefois, si votre partenaire commercial est important
pour vous dans le cadre de votre propre affaire, vous avez tout intérêt effectivement à aller à ces négociations, à participer à la négociation, ne serait-ce que pour obtenir des informations complémentaires sur la situation véritable du partenaire commercial. Il faut quand même rappeler que l'orientation des débats va être impulsée par le mandataire ad hoc et par le conciliateur. Le créancier peut bien naturellement faire des propositions, mais dans un cadre quand même contraint, sous-tendu par les difficultés économiques rencontrées par le partenaire commercial. Donc, des points d'attention doivent donc être mis en exergue, notamment pour peser le pour et le contre, je dirais, des concessions qui peuvent être demandées par le médiateur ou le conciliateur au créancier. Et là, je vais passer la parole à Catherine pour que cette dernière nous rappelle quels sujets doivent attirer tout particulièrement notre attention dans ce cadre. Catherine, c'est à toi. Merci Anne. Oui, dans le cadre de ces procédures préventives, la question pour le créancier est quel intérêt j'ai, moi créancier, à participer à cette procédure. Alors, effectivement, c'est un arbitrage entre des intérêts, mais aussi des risques. Pourquoi? Parce que vous n'avez connaissance de la réelle situation financière de votre débiteur que par les informations que vous obtenez de lui ou du mandataire ad hoc ou conciliateur qui l'aura fait désigner, qui vous dira uniquement ce qu'il veut bien vous dire pour essayer de vous convaincre de venir participer à la négociation. Donc, la visibilité réelle de la situation, vous ne l'aurez pas réellement et parfois l'arbitrage est assez délicat. Il est délicat pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux spectres assez importants à avoir en mémoire. L'un des premiers spectres est de se dire, moi créancier, j'ai une somme que je devrais recouvrer à l'égard du débiteur. Si je ne le fais pas, dans quelle mesure je ne pourrais pas être poursuivi, par exemple, pour soutien abusif? Dans quelle mesure on estimerait ou pas que je soutiendrais de manière abusive le débiteur? C'est une question à se poser. Je ne vais pas y répondre parce que ce serait assez fastidieux comme analyse. Le code de commerce est en plus assez strict aujourd'hui sur les conditions du soutien abusif, mais c'est quand même un point à avoir en mémoire. Le deuxième point à avoir en mémoire est la nullité pour période suspecte. Qu'est-ce que la nullité période suspecte? C'est lorsque le partenaire, le débiteur, risque de tomber en procédure collective. Les 18 mois avant cette ouverture de procédure collective est ce qu'on appelle une période suspecte qui invalide les accords qui ont pu être passés, certains paiements qui ont pu être réalisés. Donc, vous, créanciers, en dehors d'une mesure préventive, je dirais sécurisante, et là je mets bien des guillemets, vous vous retrouvez face à ces risques-là, notamment. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ces deux-là. L'intérêt de la conciliation, effectivement, est que, notamment et surtout lorsqu'il s'agit d'un accord homologué par le tribunal, donc qui donne force exécutoire à cet accord, il couvre tout ce qui a été passé dans ce cadre de conciliation et notamment rend, je dirais, rend définitif les accords, alors qu'en dehors d'une conciliation, on pourrait par exemple faire valoir qu'ils ont été passés alors que l'entreprise était en cessation des paiements. Là, dans la mesure où vous êtes dans le cadre d'une conciliation, on estime que même s'il y a une cessation des paiements, de toute façon, elle ne pouvait pas être au-delà des 45 jours. Et donc, il y a une certaine... un caractère définitif aux accords qui peuvent être passés dans ce cadre-là, qu'il s'agisse d'accords de financement ou d'autres accords. Le point important pour vous aussi va être, par rapport aux risques et aux arbitrages à mener, va être d'envisager la saisine par le débiteur du président du tribunal qui va statuer en la forme des référés, ce qu'on appelle donc par un jugement qui a une certaine force, dans le cadre du Code de commerce, de l'article 607 pour ne pas le citer. Et dans ce cadre-là, il peut demander jusqu'à 24 mois de délai de paiement qui vont du coup vous être imposés, vous, créanciers. Alors, vous allez être convoqué à l'audience, vous ferez valoir vos moyens de droit, mais la plupart du temps, le président du tribunal qui tient ces audiences, c'est celui qui a désigné le conciliateur.
Donc, vous vous retrouvez dans une antichambre un petit peu pas simple, dans laquelle il va falloir vous faufiler, entre guillemets, pour faire valoir vos intérêts. Et aujourd'hui, la nouvelle loi récente qui a été votée et qui est en vigueur sur le Covid-19 prévoit certains aménagements jusqu'au 31 décembre 2020 et toutes les procédures de conciliation qui sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2021. Si un créancier n'accepte pas de suspendre ses poursuites, et je dirais n'est pas amiable conciliateur spontanément, le débiteur peut saisir le président du tribunal pour qu'il interdise à ce créancier, d'une part, d'agir en justice pour le paiement de la somme qui lui est due, d'autre part, arrête ou lui interdise toute procédure d'exécution pour saisir les meubles, les biens immeubles du créancier, et enfin, qu'il y ait un report et un échelonnement des sommes dues sans majoration ni pénalité. Donc ça, maintenant, c'est dans la loi jusqu'au 31 décembre 2021. Moi, pour ce qui me concerne, je l'ai vécu dans un dossier bien avant que cette loi soit votée, où je me suis retrouvée devant un juge qui a ordonné et donné injonction à mon client de lever des saisies conservatoires qu'il avait prises, justement sur le fondement du livre 6 du Code de commerce, en accordant 24 mois de délai aux débiteurs. Et du coup, je me suis retrouvée, entre guillemets, en position de faiblesse, alors que juridiquement, j'avais quand même pris des mesures conservatoires, que ce juge ne les avait pas autorisé, que c'était un autre juge. Donc, j'avais des moyens juridiques, mais en réalité, je dirais que le contexte de la conciliation a prévalu sur toutes les règles juridiques que j'avais utilisées. Donc, les usages que j'ai pu vivre antérieurement dans ce dossier-là sont aujourd'hui dans la loi et on a tendance à penser, en tout cas par rapport à la pratique que j'ai pu en avoir, que cette loi va peut-être probablement se généraliser, surtout avec cette crise sanitaire et la nécessité pour certaines entreprises de retrouver du souffle par rapport aux échéances qu'elles doivent régler. Indépendamment de tous ces aspects d'alerte, il y a toutefois aussi encore des réflexes à prendre pour vous, créanciers, face à une société qui, par exemple, au terme de la procédure préventive, fait l'objet d'une procédure collective, qu'il s'agisse de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Le premier des réflexes que va vous exposer mon confrère Antoine Assier, c'est la déclaration de créance. J'attire votre attention là aussi sur les dernières réformes et la loi du 31 mai 2021 sur la gestion de sortie de crise, qui, elle, sur cet aspect de déclaration de créance et les procédures un peu compactées au niveau des délais qu'elle instaure, accorde une confiance élargie aux débiteurs, puisque tout ce qui est aspect confirmation de déclaration de créance et vérification des créances se trouve extrêmement allégé. Donc, ce qui signifie confiance aux débiteurs, vigilance renforcée pour le créancier. Et là encore, l'idéal pour vous est de vous placer le plus tôt possible dans les dossiers et d'avoir des signaux d'alerte le plus tôt, pouvoir agir au mieux. Je passe la parole à mon confrère Antoine Assier sur les aspects déclaration de créance. Oui, alors s'agissant des déclarations de créance, je vais essayer de synthétiser au maximum, puisque c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures, même si de prime abord, on pourrait imaginer que c'est une question assez simple, une déclaration de créance, on indique quel est le montant de notre créance, et puis on envoie ça au mandataire judiciaire. Là-dessus, je précise, un mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers, comme vous le savez sans doute, sauf que faut bien préciser que c'est le représentant de la collectivité des créanciers. Il n'est pas là pour représenter les intérêts propres d'un créancier, mais ceux de tous les créanciers. C'est bien de le préciser à chaque fois, puisque parfois, le mandataire judiciaire va avoir des positions assez difficiles à l'encontre d'un créancier, puisque ça va pouvoir profiter finalement aux autres créanciers et donc à la collectivité des créanciers. La déclaration de créance est effectivement un moment crucial dans la protection et dans la préservation des intérêts du créancier, puisque à défaut de déclaration de créance, le créancier ne sera pas admis dans la répartition et dans les dividendes. En un mot, il va perdre sa déclaration, sa créance, donc ce qui est effectivement assez problématique. Alors, il faut savoir que
dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur doit fournir au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et le mandataire judiciaire va inviter donc les créanciers à produire leur déclaration de créance. Alors, la difficulté, vous l'aurez compris, c'est que souvent, le débiteur va oublier d'indiquer quel est son créancier ou va faire carrément une erreur sur le montant de la créance ou sur le rang de la créance, ce qui fait que forcément, ça va causer un préjudice. Alors, ici, je rappelle quand même en un mot, le principe ici, c'est que vous avez 2 mois à partir de l'ouverture de la procédure collective pour déclarer votre créance, sachant que quand on est créancier hors de la France métropolitaine, on a 2 mois supplémentaires pour le faire. Alors, donc, comme je vous le disais, le risque, effectivement, c'est que le débiteur oublie la déclaration de créance, ou en tout cas la créance, de mentionner la créance sur la liste des créanciers, ou fasse une erreur. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur la situation du débiteur. Ça, je pense que mes consoeurs vous l'ont bien expliqué. Il y a des signaux d'alerte qui doivent vous attirer votre attention pour ne pas justement louper cette petite fenêtre de 2 mois qui passe relativement vite. Alors, il faut savoir qu'avant 2014, la situation des créanciers était quand même pas terrible dans le cadre des procédures collectives, puisqu'il y avait une philosophie qui était un petit peu celle qui ressortait de la jurisprudence, et même, je dirais plus que qui ressortait, c'était clair, c'est que finalement, on essayait un petit peu de remédier à la situation du débiteur au détriment du créancier. Donc, le grand jeu, c'était de trouver toutes les astuces possibles et imaginables pour faire perdre la créance du créancier, notamment sur des problèmes de pouvoir. Effectivement, il y a toute une jurisprudence là-dessus très nourrie sur les pouvoirs que doit avoir le créancier, la personne qui faisait la déclaration de créance. Et donc, tout ça était des sujets qui permettaient de faire tomber la créance. Il y avait également sur le régime de forclusion, parce que vous savez, quand vous n'avez donc pas déclaré votre créance dans les 2 mois, vous avez la possibilité de solliciter un relevé de forclusion. Et bon, j'y reviendrai dans un instant. Et effectivement, la jurisprudence, en tout cas les textes même avant 2014, indiquaient qu'il fallait une omission volontaire, par exemple, du débiteur, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer le caractère volontaire de l'omission de cette déclaration sur la liste des créanciers pour pouvoir solliciter ce relevé de forclusion. J'y reviendrai dans un instant. Quoi qu'il en soit, depuis 2014, le régime est bien plus, est bien plus favorable. Notamment, on prévoit une présomption maintenant de déclaration de créance, c'est-à-dire que le fait que le débiteur ait inscrit le nom du créancier sur la liste des créanciers permet d'avoir cette présomption de déclaration de créance. Ça veut dire qu'en gros, si jamais le créancier oubliait de faire sa déclaration de créance, on pourrait à ce moment-là se reporter sur la créance qui a été mentionnée par le débiteur. Avec 2 difficultés. La première, c'est qu'évidemment, encore une fois, le débiteur peut faire une erreur sur le montant de la créance et sur le rang de la créance. Donc, c'est important, puisque vous savez que par rapport au paiement, il y a tout un rang de priorité avec les super privilégiés, les privilégiés, etc., les chirographaires. Et donc, il faut être très vigilant sur ces aspects-là. Et puis, souvent aussi, le mandataire judiciaire va contester, sans se poser de questions, la déclaration qui aura été effectuée uniquement par le débiteur. Et j'y reviendrai dans un instant, ça peut être source de difficulté. Moi, j'ai déjà eu un dossier où là, c'était un bailleur qui avait une créance de plus de 800 000 €, donc quelque chose qui était important. Le débiteur l'avait mentionné sur la liste des créanciers. Le créancier avait oublié de faire sa déclaration de créance, vous l'avez faite un petit peu en retard. Et puis, vous savez, c'est souvent la loi des séries. Derrière, le mandataire avait contesté cette créance, alors même qu'elle avait été portée sur la liste des créanciers à 0, c'est-à-dire qu'il estimait que finalement, le créancier n'apportait pas de justificatif, sachant quand même que des créances de loyer, ça ne s'invente pas. Et bien évidemment, dans ce dossier-là, le créancier n'avait pas fait part de ses observations. J'y reviendrai dans un instant, dans un délai de 30 jours. Quoi qu'il en soit, sur le contenu de la déclaration de créance, je vais aller assez rapidement sur cette question-là. On rappelle le principe qui est basique, c'est de déclarer uniquement les créances antérieures. Alors, c'est de déclarer uniquement les créances antérieures, mais il faut bien les déclarer en totalité, puisque cette déclaration de créance va fixer finalement vos droits dans le cadre de la procédure collective. Par la suite, il est impossible, sauf dans le délai de 2 mois, de rectifier le montant et les indications qu'il y a marquées dans la déclaration de créance. Donc, il faut être très vigilant. Par exemple, si vous êtes en procédure judiciaire contre le débiteur, mettre l'article 700, calculer les astreintes qui pourront être sollicitées à l'encontre du débiteur, etc., puisque par la suite, on ne pourra pas revenir sur
sur toutes les créances qui sont nées avant la procédure collective. Va se poser évidemment la question du caractère antérieur ou postérieur de la créance. Alors, en fonction des contrats, alors le bail commercial, ça va être évidemment la durée finalement d'occupation. Donc, c'est par rapport au temps d'occupation du locataire. Par exemple, là, on est le 6 juillet. Si le locataire est en procédure collective aujourd'hui, eh bien, on va déclarer jusqu'au 5 juillet. Par la suite, ça devient de la créance postérieure. Sur les contrats d'approvisionnement, ça va être au moment où on va faire le bon de commande, on va présenter le bon de commande, qu'on va estimer que la créance est née. Vous allez avoir d'autres problématiques, par exemple des protocoles d'étalement des dûs. Il arrive souvent que le créancier, un des créanciers soit le plus gros fournisseur du débiteur, et donc il ait un courant d'affaires énorme avec des créances très importantes, et que le débiteur ait déjà eu des difficultés par le passé. Il arrive fréquemment que le créancier accorde une sorte de prêt, en tout cas un étalement, un protocole pour pouvoir permettre à son principal ou à son client de faire face à ces difficultés. Et donc là, la question va être de savoir cette créance est née antérieurement, sauf que le protocole continue à produire ses effets encore pendant la procédure. Est-ce qu'on doit tout déclarer ou pas? Ça, c'est des questions qui sont super importantes et qu'il faut évidemment être accompagné, notamment sur des grosses créances, par un conseil qui pourra vous dire exactement comment déclarer cette créance. Pareil, il y a la question du rang, j'en ai parlé tout à l'heure, savoir si effectivement une créance privilégie ou non. Par exemple, vous avez, quand vous êtes bailleur, le privilège du bailleur, et ça, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que pendant 2 ans, le bailleur a un privilège par rapport aux autres créanciers chirographaires. Encore une fois, donc là, la question est d'être bien accompagné pour faire cette déclaration de créance dès lors qu'on voit qu'il peut y avoir des difficultés. Un mot sur le relevé de forclusion, j'en ai parlé rapidement. C'est une procédure qui doit être faite dans les 6 mois à compter de l'ouverture du jugement d'ouverture, de la publication du jugement d'ouverture. Donc c'est un régime qui est plus souple maintenant, puisque depuis 2014, il suffit simplement d'une omission du débiteur sur la liste des créanciers. Donc on n'a plus besoin de démontrer le caractère volontaire de cette omission. Donc, grosso modo, si le débiteur a oublié de mettre le créancier sur la liste des créanciers, eh bien, on pourra demander le relevé de forclusion, ce qui facilite quand même grandement la tâche des créanciers. Par la suite, vous allez avoir la procédure de vérification du passif. Là encore, je vais vous en dire juste quelques mots. On a deux temps qui sont très importants. Vous allez avoir le temps pour le débiteur. Il a un délai de 30 jours à partir du moment où il va être invité par le mandataire judiciaire à faire ses observations sur les créances qui ont été inscrites à son passif. Alors, il faut savoir que ce délai de 30 jours, où il a été institué parce qu'effectivement, il y avait des débiteurs qui passaient trop de temps, qui mettaient trop de temps pour faire leurs observations. Et donc, c'était préjudiciable encore aux créanciers, puisque ça faisait des allongements très importants de cette procédure de vérification du passif. Toujours est-il que ce délai de 30 jours, c'est intéressant puisque quand on est créancier, on peut, dans le cadre de contestation, l'invoquer, dire que le débiteur n'a pas respecté cette disposition et donc il n'était plus recevable et qu'il n'est plus recevable à contester. Mais la jurisprudence, quand même, regarde ce délai de façon relativement souple. Ce qui n'est pas le cas pour le créancier, puisque le même délai va être donné pour le créancier, puisqu'il va avoir un délai de 30 jours à compter du moment où le mandataire judiciaire va lui notifier la contestation. Et là, si vous ne respectez pas ce délai de 30 jours, eh bien, vous ne pouvez plus répondre à la contestation de créance. Donc, en gros, la position du débiteur, qui va être prise, alors qui doit faire l'objet d'un avis du mandataire judiciaire, mais là, ça devient compliqué puisque effectivement il y a beaucoup de cas particuliers, mais qui doit faire l'objet d'un avis du mandataire judiciaire, va faire que vous ne pourrez plus revenir sur cet avis qui a été émis par le mandataire judiciaire. Puis, une fois que cette procédure, ces 2 temps vont se passer, vous allez retrouver devant le juge commissaire qui va avoir 4 possibilités, soit admettre la créance, soit la rejeter, soit se déclarer incompétent en estimant qu'effectivement il y a une contestation sérieuse, qu'il y a une clause attributive de juridiction, qu'il y a une juridiction spécialisée qui doit connaître du litige, soit en constatant qu'il y a déjà une instance en cours, instance qui aura pour vocation non plus de condamner, mais de fixer la créance au passif du débiteur. Voilà quelques mots sur la question des déclarations de créance. Je vais repasser la parole à ma consoeur Anne s'agissant de la question des contrats en cours. Anne, je te laisse la parole. Oui, donc en fait, lorsque la procédure collective est ouverte, il faut donc effectivement tout d'abord déclarer sa créance.
il convient aussi dans un second temps de s'interroger sur la poursuite ou non du contrat dont on est titulaire. En effet, l'ouverture d'une procédure collective n'a pas pour effet d'entraîner la résiliation ou la résolution des contrats qui sont en cours. D'ailleurs, toute clause qui prévoirait ce dispositif dans un contrat est réputée nulle et non écrite. Le but, en fait, d'une procédure collective, c'est effectivement la poursuite de l'activité économique. Et dans ce cadre, effectivement, la plupart du temps, il est nécessaire de faire un tri entre les contrats, parmi les contrats, notamment au regard, je dirais, de la période d'observation, ceux qui sont absolument nécessaires à la poursuite de la période d'observation, et aussi à un horizon plus lointain, ceux qui seront utiles dans le cadre d'un plan de continuation ou d'un plan de cession qui sera proposé au tribunal. Donc, en fait, cette responsabilité du tri des contrats appartient à l'administrateur judiciaire qui doit, sous sa responsabilité, soit décider de continuer les contrats, soit de les interrompre. Donc, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que ce pouvoir est donc réservé à l'administrateur judiciaire et s'il n'y a pas d'administrateur judiciaire, au débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire et il s'applique aux contrats en cours, c'est-à-dire aux contrats qui sont conclus avant le jugement d'ouverture et dont l'exécution n'est pas achevée à cette date. Donc, effectivement, moi, en tant que conseil, après avoir effectivement préparé la déclaration de créance, j'incite mon client créancier à demander très clairement à l'administrateur judiciaire sa position quant à la poursuite du contrat. C'est une attitude qui permet d'avoir une certaine clarification de la situation et qui permet à nous en tant que créanciers d'être fixés assez rapidement sur la volonté de l'administrateur judiciaire et du débiteur. Donc, effectivement, la loi prévoit la possibilité de mettre en œuvre une mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. L'administrateur dispose d'un délai d'1 mois pour y répondre et ce délai pouvant être prorogé à sa demande par le juge commissaire pour un délai maximum de 2 mois. Si l'administrateur judiciaire, dans le délai d'1 mois qui lui est imparti, ne répond pas, cela veut dire qu'en fait, le contrat est résilié de plein droit. Si l'administrateur judiciaire répond explicitement en disant qu'il ne souhaite pas poursuivre le contrat, là aussi, le contrat est résilié de plein droit. En revanche, si l'administrateur, dans le délai imparti de 1 mois, indique qu'il souhaite poursuivre le contrat, là, en tant que créancier, vous n'avez pas le choix. Vous devez effectivement livrer les biens ou effectivement délivrer la prestation promise. Et là, toutes les clauses du contrat s'appliquent, c'est-à-dire que en fait, le partenaire commercial qui est en difficulté doit respecter toutes les clauses du contrat comme si de rien n'était. Enfin, il doit effectivement, et notamment, il doit payer. Il doit payer ce qu'il doit aux créanciers. Alors, dans le cadre d'une sauvegarde judiciaire aux échéances contractuelles convenues, dans le cadre d'un redressement judiciaire, il doit payer comptant. Ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, pour une raison ou pour une autre, la société débitrice en procédure collective ne s'acquitte pas des paiements. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se poser la question, à quoi est dû ce défaut de paiement? Dans ce cas-là, il convient, tout intéressé peut saisir le juge commissaire pour faire constater le défaut de paiement et par là même la résiliation du contrat.
il faut savoir que la loi, et notamment la jurisprudence plutôt, a conféré dans ce cadre juge-commissaire une mission complémentaire, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer que effectivement le défaut de paiement d'un contrat qui a pourtant été déclaré comme poursuivi, déclaré de façon expresse par l'administrateur judiciaire comme poursuivi, que le défaut de paiement est dû en fait à une absence de disponibilité au niveau de dans le cadre de la période d'observation. Donc, effectivement, si tel est le cas, le contrat sera résilié. Si le juge-commissaire, dans le cadre de cette mission, constate qu'en fait, le défaut d'exécution de paiement est lié à un non-respect ou une volonté de l'administrateur judiciaire de ne plus vouloir appliquer le contrat, eh bien, dans ce cas-là, le contrat ne sera pas résilié de plein droit, mais il appartiendra alors au créancier de faire jouer la clause résolutoire ou de demander en fait la résiliation judiciaire du contrat. Donc effectivement, ça c'est très important de tout de suite d'être fixé sur le sort de notre contrat pour savoir si effectivement il est poursuivi ou pas. Je crois que effectivement mon confrère Antoine souhaitait faire un petit focus particulier sur le bail commercial qui est un contrat stratégique dans la vie des affaires. Antoine, je te laisse la parole. Oui, merci Anne. Oui, en effet, effectivement, le bail commercial, c'est quand même un bail qui est effectivement très particulier. On dit souvent, on a appris tout ça dans mes études de droit, c'est l'élément essentiel du fonds de commerce. Évidemment, si on perd le droit au bail, on perd l'activité. Donc, inutile de vous dire que là encore, le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour le bail commercial et des dispositions qui sont relativement protectrices. Alors, il y en a une qu'il faut rappeler pour ceux qui seraient bailleurs, c'est la question du délai de 3 mois. C'est-à-dire que Anne vient de vous dire que, bien évidemment, le contrat qui va continuer, un contrat en cours, il doit être payé à chaque échéance et à ses échéances normales. Le bail commercial va prévoir un régime un petit peu particulier puisqu'à compter de l'ouverture de la procédure, eh bien, on va pouvoir ne pas payer au final le bail pendant un délai de 3 mois. Effectivement, ce n'est qu'à partir d'un délai de 3 mois que le bailleur pourra solliciter la résiliation du contrat. Alors, de deux façons, soit en passant par le juge des référés, donc il faut bien évidemment à ce moment-là faire une sommation, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui fait que ça met encore un mois, donc on a finalement au moins 4 mois avant de pouvoir saisir le juge des référés. Ou alors, autre possibilité, c'est de passer directement devant le juge commissaire, on l'oublie assez souvent, et là la jurisprudence vient de repréciser dans un arrêt donc de la Cour de cassation que quand on passe devant le juge commissaire, il n'est pas nécessaire de faire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il est là pour constater la résiliation de plein droit du contrat de bail dès lors que pendant un délai de 3 mois, aucun règlement n'est intervenu. Donc je pense que c'était important de le repréciser. D'ailleurs, sur le rôle du juge commissaire, vous l'avez vu, il a quand même un rôle très central finalement dans les procédures collectives, et ça va mener donc finalement à la transition suivante puisqu'il va avoir également un rôle très important dans tout ce qui est action en revendication. Alors, l'action revendication, c'est une action qui est très importante encore une fois dans la préservation des droits du créancier. Il faut faire bien attention de bien distinguer cette action-là avec la déclaration de créance. Ce n'est pas parce que le créancier va déclarer sa créance qu'il va revendiquer, même s'il fait état d'une clause de réserve de propriété qu'il va revendiquer. Il y a une procédure qui est bien spécifique pour la revendication de ces marchandises qui seraient donc soumises, c'est le cas assez général, par une clause de réserve de propriété. Il y a une procédure amiable qui est suivie en cas d'échec d'une procédure judiciaire. La procédure amiable est très simple. Vous avez un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour demander à l'administrateur judiciaire ou à défaut d'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire la revendication, qui reconnaissent la revendication que vous avez sur les biens qui sont donc en possession du débiteur. Une fois que l'administrateur judiciaire répond, soit négativement, soit positivement, s'il répond
répond positivement, bah, c'est bien. Hein, s'il répond négativement, à ce moment-là, il faut saisir dans le délai d'un mois. Alors attention, hein, c'est encore des délais qui sont hyper contraints, puisque si vous ne le faites pas, bah, vous êtes fort clos derrière. Vous avez un mois pour saisir le juge commissaire d'une action en revendication, hein, action qui va par la suite hein, soit amener à la restitution du bien, ou parfois, hein, notamment par exemple si on est sur un contrat de crédit bail, hein, le crédit bailleur n'a pas spécialement intérêt à récupérer son bien, lui ce qu'il veut c'est d'être payé hein, des échéances, et donc il va prévoir que la restitution se fera au moment de la liquidation judiciaire, par exemple, ou au moment où il y a un plan ou je ne sais quoi. Faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment hein, le risque de la perte de la propriété. Alors ici va se poser généralement la grande difficulté hein, du caractère fongible. Évidemment, si vous êtes créancier et que vous avez alors, du blé, ça va être très difficile, hein, s'il y a différents fournisseurs de blé, hein, de dire que le blé qui est en possession du débiteur est le vôtre. Hein. Donc là, il y a une réelle difficulté. Alors, bon, je parle du blé puisque c'est un exemple assez typique, mais par exemple, là, moi, j'ai un client qui est fournisseur de médicaments. Hein, c'est des masses énormes de médicaments et c'est pas toujours facile d'identifier hein, le stock qu'il y a chez le débiteur, sachant qu'il y a quand même une circulation du stock qui est importante. Hein, et donc, du coup, vous avez finalement des difficultés à chaque fois à revendiquer des stocks qui ont été revendus par la suite dans le cadre de la procédure collective. Donc, tout ça, ça pose des difficultés. Et encore une fois, il faut, au moment de cette action de revendication, hein, je pense être le conseiller le mieux possible. Alors, Anne, je vois que le temps court quand même pas mal. Hein, on a dépassé l'heure. Tu devais faire un petit mot, mais peut-être qu'on va laisser juste Catherine faire sa petite exposition au contrôleur, puisque vraiment, c'est un droit important dans le cadre de la procédure collective et éventuellement dans le cadre des questions, on pourra revenir hein, sur effectivement le point d'attention sur lequel tu voulais revenir. Catherine ? Oui, alors très rapidement sur le contrôleur, la première des questions à se poser, encore une fois, c'est qui est le débiteur par rapport à vous, créancier. Je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement, de se faire désigner contrôleur vous donne accès à un certain nombre d'informations et vous permet d'avoir certains droits d'action. En revanche, la contrepartie, par exemple, c'est que vous ne pourrez pas, si votre débiteur tombe en liquidation judiciaire et fait l'objet d'une cession, vous ne pourrez pas candidater dans le cadre d'une offre de reprise, il y a une incompatibilité. Donc, en réalité, si vous vous placez pour être désigné contrôleur, votre but va être pour vous d'obtenir un maximum d'informations, je dirais, pour optimiser votre stratégie dans le cadre de vos rapports contractuels avec votre débiteur. La fonction officielle est quand même que le contrôleur tente de préserver les droits des créanciers au sens large. Il y a quand même un certain nombre d'informations auxquelles vous avez accès, puisque vous allez avoir accès à tous les documents de la procédure collective, que ce soit les bilans économiques et sociaux, les propositions de paiement du passif, les arrêtés du plan, tous les documents en possession des administrateurs et mandataires judiciaires. Vous allez assister aux audiences en cette qualité. Le préalable, évidemment, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est d'avoir déclaré sa créance et d'être finalement officiellement reconnu dans le cadre de la procédure collective, bien sûr. Et surtout, vous disposez d'un pouvoir et d'un droit d'action. Alors, le pouvoir d'action direct, il est assez limité. Vous pouvez saisir le juge commissaire pour faire remplacer un organe de procédure ou demander la liquidation judiciaire de l'entreprise. Mais il y a surtout un pouvoir important qui est en cas de carence des organes de la procédure collective, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en demeure le mandataire judiciaire d'agir si vous estimez que cela préserve le droit des créanciers, dont le vôtre, puisque vous êtes créancier déclaré aussi. Et à défaut d'action du mandataire, vous avez un droit d'action direct. Typiquement, par exemple, pour faire étendre la procédure collective dans le cas d'une confusion de patrimoine ou d'une fictivité de personne morale, pour essayer d'obtenir des actifs permettant de désintéresser la masse des créanciers. Donc, je dirais beaucoup d'avantages à se faire désigner contrôleur. Le bémol, c'est qu'en pratique, la transmission spontanée des informations que je décrivais tout à l'heure n'est pas franchement, je dirais, spontanée et un premier réflexe des organes de procédure. Donc, le fait d'être assisté par un cabinet qui a, lui, des contacts réguliers avec les organes de procédure et peut être vigilant pour obtenir les informations si elles ne sont pas transmises, représente un intérêt certain pour vous en qualité de créancier. Voilà l'exposé sur le contrôleur de manière la plus succincte possible, même si on pourrait en parler beaucoup plus longuement. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous invite
à poser toutes les questions que vous auriez à l'aide de l'onglet chat. N'hésitez pas à nous interroger sur les points que vous souhaitez. Effectivement, Anne, si tu veux, peut-être que tu peux revenir sur le petit point en attendant les questions, sur le petit point de vigilance, effectivement, qu'on avait vu par rapport à l'action revendication et à la position parfois un petit peu confuse de l'administrateur judiciaire. Oui, en fait, effectivement, l'action en revendication dans le cadre d'une clause de réserve de propriété est véritablement une action en revendication qui doit permettre la reconnaissance du droit de propriété et subséquemment permettre en fait la restitution des biens qui existent en nature et qui sont identifiés dans les entrepôts du partenaire commercial en difficulté au jour du jugement d'ouverture. Donc, généralement, on peut avoir parfois de la part d'administrateurs des réponses un petit peu ambiguës et il convient de bien analyser la réponse de l'administrateur judiciaire. Effectivement, il y a un arrêt de la Cour de cassation en 2016 qui a fait le point un petit peu sur cette question. Il s'agissait en fait d'une officine de pharmacie qui était en redressement judiciaire et le revendiquant avait donc à la fois déclaré sa créance et fait une revendication, une demande en acquiescement auprès de l'administrateur judiciaire dans le cadre du volet amiable. Et l'administrateur judiciaire avait répondu d'une certaine façon en disant qu'il reconnaissait que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure, mais qu'il ne pouvait que payer, qu'il ne pouvait que restituer en valeur les biens soumis à réserve de propriété et à hauteur de 0,3% de leur valeur. Et donc, face à une telle réponse, il faut voir comment il faut réagir. Parce que, en fait, l'action en revendication tend en fait à la restitution pure et simple des marchandises qui sont détenues, qui sont stockées dans les entrepôts de l'entreprise débitrice et non pas à un règlement de sa valeur. Donc, le revendiquant, en fait, avait saisi le juge-commissaire dans cette affaire 4 mois après en disant que, en fait, la réponse de l'administrateur était véritablement un acquiescement à sa revendication. Et la Cour de cassation a dit le contraire. Elle a en fait estimé que la réponse de l'administrateur n'était pas un acquiescement à la revendication, mais au contraire, était constituait un refus d'acquiescement. Et donc, le revendiquant et créancier, il a perdu son droit de propriété sur ces biens qui étaient stockés dans les entrepôts du partenaire commercial en difficulté. Donc, en fait, il faut faire très, très attention à la façon dont l'administrateur judiciaire répond. Moi, j'ai eu le cas très récemment d'un administrateur judiciaire qui m'a effectivement à peu près répondu la même chose, sauf qu'au lieu de me restituer 0,3% de la créance déclarée, il m'a restitué 90% de la créance déclarée. Et donc, on a bien entendu accepté, en sachant que le solde de notre créance déclarée, effectivement, devient une créance chirographaire et qu'on a perdu notre droit de propriété pour la petite partie de créance qui restait à devoir. Et en sachant que, notamment dans les discussions qu'on va avoir ultérieurement avec le mandataire judiciaire, on va essayer quand même de faire reconnaître notre droit de créance sur le reliquat qui subsiste, notamment pour faire jouer peut-être derrière un paiement par compensation lié à des remises de fin d'année que nous devons en tant que fournisseurs.
Donc, effectivement, il faut faire très attention à la forme qui est donnée dans le cadre de la réponse de l'administrateur judiciaire, parce que parfois, on peut croire que c'est un acquiescement alors que ça ne l'est pas. Et là, en l'espèce, le revendiquant, malheureusement, a perdu son droit de propriété, effectivement, sur ses biens, parce qu'il a saisi trop tard le juge commissaire. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur la clause de réserve de propriété et sur le volet, je dirais, amiable de l'acquiescement en revendication. Anne, je me permets de te couper parce qu'on a une question. Donc, effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on a été assez complet sur cette question-là au final. Donc, effectivement, on nous demande les préconisations particulières quand le partenaire est en difficulté et qu'il est fortement dépendant de son créancier, savoir quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Donc, effectivement, l'idée, c'est de diversifier au maximum. Alors, moi, je vois très souvent dans les contrats qui sont conclus, finalement, une clause qui indique aux co-contractants de justement de ne pas se mettre en dépendance économique, en forte dépendance économique, et l'inviter à avoir d'autres co-contractants. Alors, il faut savoir qu'il n'y a plus de sanctions sur le soutien abusif. Ça a été un peu la tarte à la crème. Voilà, c'était beaucoup plus restreint. C'est beaucoup plus difficile maintenant d'attaquer un créancier sur cet aspect-là. Pourtant, beaucoup de jurisprudence à l'époque. Ça existe encore, mais c'est très, très restreint. C'est très restreint. Alors, évidemment, le risque, il est évident, c'est que vous avez une rupture éventuellement abusive. C'est si jamais on veut mettre fin à la rupture abusive des relations contractuelles. Alors, le principe, c'est qu'on n'est pas obligé de rester en relation contractuelle avec un débiteur ad vitam aeternam. Il y a une durée de contrat et on a la possibilité de résilier. Il faut juste respecter un préavis. Ce préavis, c'est généralement, c'est pas la durée contractuelle, mais c'est la durée des relations commerciales établies. Et c'est en gros 1 mois par année d'ancienneté des relations économiques. Ce qui peut être intéressant quand même dans cette question-là, de la grosse dépendance d'un acteur et d'un débiteur, c'est que généralement, si on a cette relation-là, on peut peut-être aussi avoir un intérêt de reprise de l'activité du débiteur. On va avoir une position très centrale quand même dans le cadre de la procédure, puisque la créance va être importante, et on peut éventuellement, alors ça c'est deux questions, avoir un intérêt à formuler une demande de rachat des actifs de débiteur, et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une importance non négligeable dans le cadre de cette procédure. Oui. Moi j'ai eu le cas déjà pour une entreprise qui avait pour activité la distribution de CD, DVD, enfin c'était un certain nombre d'années, et elle était face à un partenaire qui était en fait un logisticien. Moi, tout simplement, elle a repris le logisticien, ce qui lui a permis d'optimiser son modèle commercial et le développement de l'activité. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est un point à envisager. Et après, sur l'aspect risque, effectivement, par rapport à ce que décrivait mon confrère, le fait qu'il y ait une résiliation contractuelle avec le préavis, effectivement, ça va être des aspects financiers en termes de risque à déterminer pour vous par rapport à la configuration de la relation commerciale. Si vous voyez que le partenaire est en difficulté, de commencer dans vos comptes à voir dans quelle mesure il va être possible de l'indemniser pour la fin du contrat qui va arriver. Alors, il y a aussi une petite précision, parce qu'effectivement, le risque, c'est que justement l'administrateur judiciaire vous demande de continuer le contrat avec le débiteur pendant la période d'observation. Alors, il doit s'assurer, c'est ce que vous a dit Anne, il doit s'assurer de pouvoir payer à échéance, donc d'être payé à échéance, le fournisseur ou ce partenaire commercial, mais ça peut aller très vite. Et l'administrateur judiciaire, notamment s'il y a un plan de cession qui peut être intéressant, vous pouvez vous retrouver pendant 1 mois, 2 mois, finalement, à vous retrouver avec des gros impayés. Donc, il faut être effectivement très vigilant. Il ne faut pas hésiter à déclarer ses créances postérieures. Alors, ce n'est pas une déclaration de créances antérieures. Souvent, on fait un peu la confusion, mais de rappeler à l'administrateur judiciaire qu'il y a tant de montants de créances postérieures qui sont
sont pas réglées et lui rappeler ses obligations en tant qu'administrateur judiciaire, puisqu'il engage quand même sa responsabilité civile professionnelle si jamais la situation partait à volo. Mais effectivement, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer assez régulièrement dans le cadre des procédures. J'ai eu encore très récemment, et donc il faut être très très vigilant. Voilà. Sur cette question-là, je pense que si vous avez d'autres précisions, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous passer vos interrogations si vous en avez après ce webinaire, à nous faire suivre sur les coordonnées que vous avez dû avoir sur le flyer d'invitation. N'hésitez pas à nous les adresser et on répondra avec plaisir. Effectivement, dans le prolongement de ce que vient de dire Catherine, vous allez recevoir des questionnaires. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on développe, on est bien entendu à votre disposition et on pourra éventuellement traiter les questions qu'on n'a pas pu aborder dans le délai qui nous était imparti, qui est extrêmement court compte tenu de la richesse de la matière et aussi de sa complexité. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous remonter vos questions et si effectivement on a suffisamment de matière, on essaiera à la rentrée d'organiser un nouveau webinaire pour traiter ces questions. Voilà, donc bien écoutez, j'espère que cet exposé qui a été dense dans un délai extrêmement court vous a permis d'y voir plus clair et effectivement vous a permis de vous conforter dans certaines questions ou problématiques que vous aviez. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à remonter vos questions. Je pense que là, on va vous remercier de votre attention. Et puis, on vous souhaite un très, très bel été et on se dit peut-être à la rentrée. Voilà. Je laisse la parole à mes confrères s'ils ont quelque chose de complémentaire à ajouter. Non, on vous remercie également. Effectivement, je crois qu'on a dépassé un peu le temps qui était imparti. Voilà, merci de votre attention et puis écoutez, bon été à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ok.